Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. On est ensemble pour 90 minutes avec deux grands thèmes, comme tous les soirs. L'inflation profite à Marine Le Pen, c'est la principale leçon du baromètre Odoxa du mois d'octobre, la présidente du Rassemblement National qui a réussi un coup politique hier soir en votant la motion de censure de la NUP. On analysera cette actualité évidemment, mais aussi les conséquences politiques d'une rentrée sociale tourmentée dans une minute. Et puis dans ce Sens Public, c'est une semaine spéciale défi énergétique que je vous propose. On parlera des éoliennes demain, des énergies du futur jeudi, et ce soir c'est la stratégie nucléaire française que l'on va décortiquer avec un virage historique que certains regrettent aujourd'hui, celui promis par le candidat François Hollande en 2011. Je propose qu'à l'horizon 2025, c'est à peu près un horizon comparable à celui des Allemands, nous ayons diminué de 75% à un peu plus de 50% la part du nucléaire. Une décennie plus tard, Emmanuel Macron relance le nucléaire en construisant 6 nouveaux réacteurs. Est-ce déjà trop tard? Comment rattraper le manque d'investissement de ces dernières années? Est-ce forcément le bon choix? On en débattra dans 45 minutes. Mais d'abord, donc cette surprise signée Le Pen hier, les députés RN qui votent avec ceux de la NUP, une vraie fausse alliance des extrêmes que nous raconte Jérôme Rabier. Tout semblait écrit d'avance hier à l'Assemblée. La NUP et le RN devaient chacun voter pour leur motion de censure, les LR s'abstenir et le gouvernement sauver tranquillement sa peau. Mais c'était sans compter sur Marine Le Pen qui, à la tribune, a bousculé le plan établi. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Une décision qui a déstabilisé les autres groupes politiques. Les LR peuvent ainsi apparaître comme les alliés du gouvernement puisque c'est leur absence de vote qui permet au gouvernement de se maintenir. Certains élus de la NUP étaient aussi gênés de voter le même texte que le Rassemblement national. Et le gouvernement est désormais prévenu, il peut être renversé si les LR se joignent au mouvement. Cela prouve que le Rassemblement national a développé une stratégie très, très habile en matière de joute parlementaire. On ne s'y attendait pas d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un coup tacticien assez formidable. Ça le positionne quand même à la fois en force d'opposition, donc ça confirme bien que c'est une force d'opposition, mais en même temps constructive, ce qui aussi lui permet de prendre ses distances avec la NUP. Un rôle de premier opposant que le RN ne compte pas laisser et qui s'inscrit aussi dans une stratégie plus large de respectabilité. C'est de montrer que, certes, il y a de la crédibilité, mais cette crédibilité, c'est une crédibilité d'alternative au gouvernement, dans le cadre d'une alternance, et que donc, ce faisant, tout ce qui sera bon pour faire tomber ce gouvernement, le RN y est prêt, et que donc, pour ceux qui voudraient être tentés de se débarrasser de la précédente majorité, il ne faut pas se tourner vers LR qui ne vote pas les motions de censure, mais plutôt vers le RN qui les vote. Une stratégie qui semble payer. Selon notre enquête Odoxa Mascaré, Marine Le Pen voit sa cote d'adhésion progresser de 2 points ce mois-ci, atteignant 34%. Elle est ainsi la deuxième personnalité du baromètre dans ce domaine, derrière Édouard Philippe. Je vous présente tout de suite les invités de ce premier débat dans Sens Public. Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Gaël Slimane, président cofondateur d'Odoxa, bonsoir. Gaël, Jean-Marie Pernaut, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale, auteur de ce livre Le syndicalisme d'après, publié aux éditions du Retour. On a également avec nous en duplex, en visioconférence, Yves Sancy, qui est senior partner chez Mascaré. Mascaré, évidemment, qui travaille sur ce baromètre avec Odoxa pour Public Sénat, LCP et la presse quotidienne régionale. Vous scrutez les réseaux sociaux pour nous. Et puis j'accueille aussi Laetitia Crupin, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. Allez, on réagit à ce bon coup politique. C'est un peu ce que tout le monde dit depuis ce matin, Charlène Bézina. Et vous ? De la part de Marine Le Pen, évidemment. Alors, en effet, la Ve République est ainsi faite que les oppositions ne sont pas grand-chose tant qu'elles ne se coalisent pas. Donc, on aurait l'impression, avec l'acte d'hier, qu'un premier front d'opposition a existé, puisqu'il faut se rappeler quand même que sur la question de confiance, l'article 49.1, cette fois-ci, les deux oppositions n'avaient pas voulu être en coordination. Donc, c'est vrai que c'est la première fois sous ce quinquennat, et c'est relativement sous cette législature et sous ce quinquennat, qu'on a une opposition coalisée. C'est relativement tôt, donc ça peut
Voilà, ça peut nous dire que les oppositions ne sont pas si éloignées que ça, contrairement à ce que l'on croit. Néanmoins, moi, il y a quelque chose qui me fait dire que le coup politique est un peu à double tranchant, parce que il a été le synonyme d'une vraie volte-face. Puisqu'on a au départ un RN qui nous dit qu'il va voter sa propre motion de censure de son côté et qui change d'avis dans l'hémicycle. C'est-à-dire, on ne sait même pas si la réunion de groupe auparavant avait permis d'acter, d'entériner ce changement de vote. Donc c'est, de mémoire, la première fois sous la Ve République qu'on a un groupe qui change aussi à la dernière minute et aussi radicalement de positionnement. Je ne suis pas sûre que ça favorise complètement la lisibilité de ce groupe parlementaire par rapport à son positionnement d'opposition. Il faudra quand même choisir. Alors effectivement, Gaël Slimane, si on analyse, je rappelle que le baromètre, évidemment, vous l'avez réalisé avant ce coup politique de Marine Le Pen. Hein. Donc, dans le son, il était dit, et d'ailleurs, mais il est probable, moi je pense qu'elle gagnerait encore des points après ce coup. Ça sera intéressant à suivre dans les prochains jours. Effectivement, mais de votre connaissance, de votre expertise de l'opinion, est-ce que ce vote commun avec la NUP peut perturber ou pas une partie de son électorat à Marine Le Pen? Non, je ne crois pas. Je pense, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Anne-Charlotte à l'instant sur le côté surprenant, à la fois inédit et surprenant de se raviser et finalement de prendre cette décision in extremis et d'être soi-même surpris. Et d'avoir probablement surpris un petit peu ces militants, parce qu'ils avaient dit, du côté du Rassemblement national, elle avait dit, Marine Le Pen, très clairement, qu'elle n'aurait aucun problème à voter avec la NUPES sur un certain nombre de textes, et notamment sur la réforme des retraites, s'il y avait une réforme des retraites avec 49.3. Enfin, elle avait émis tout un tas d'hypothèses où elle disait, dans ce cas-là, je n'aurai aucun problème à voter avec la NUPES. Mais pas cette fois. Pour autant, je pense que c'est une bonne stratégie ou une bonne tactique qu'elle a choisie là, parce que comme ça a été dit dans le sujet, ça la positionne à la fois comme une candidate capable d'être en mesure de faire tomber le gouvernement ou de mettre en place les ingrédients qu'il faut pour cela, et en même temps comme une candidate et un parti respectable. Ça contribue, tout ça, c'est une pierre de plus dans l'édifice général de la respectabilité qu'elle a réussi à se construire. Et puis, on en a beaucoup parlé dans cette émission lorsqu'on suivait la présidentielle. Elle a été beaucoup aidée. Elle a été beaucoup aidée par les outrances parfois de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche, et puis par la posture d'Éric Zemmour, qui à un moment donné, ça on l'a bien enregistré dans les enquêtes, a pu faire passer Marine Le Pen pour finalement, pour reprendre une vieille expression, du Le Pen très light, grâce à Zemmour. Donc je pense que c'est une bonne stratégie, et je pense que si on sondait aujourd'hui les Français, ce n'est peut-être pas un point ou deux qu'elle gagnerait, et en plus par rapport à d'autres rivaux qui perdent des points en ce moment, mais c'est sans doute davantage. Après, est-ce que ça durera, c'est pas sûr. Jean-Marie Pernaut, derrière ce coup politique, il y a toujours la question de qui parle aux classes populaires dans ce bras de fer entre le Rassemblement national et la NUP. Moi, je voudrais plutôt vous entendre sur la NUP. Est-ce qu'elle peut, parce que j'entendais ce matin Clémentine Autain, par exemple, sur RTL, dire on peut incarner l'espoir, l'espérance, c'est nous. Est-ce que la NUP, pour vous, peut incarner cette alternative crédible ou cette espérance à gauche aujourd'hui ? Si vous voulez, il faudrait reprendre un peu la trajectoire de la gauche depuis une trentaine d'années en France et ailleurs, parce que c'est pas qu'un problème français. Le problème d'identifier les partis socialistes en Europe, c'est un vrai sujet, avec des différences. On voit l'Espagne, Portugal d'un côté, l'Allemagne, le Royaume-Uni, voire les Nordiques de l'autre. Donc, sans parler des pays d'Europe centrale qui posent un autre problème. Mais je crois qu'il y a une grave crise d'identité de la gauche aujourd'hui en Europe, c'est très clair. Et je pense que tous les partis socialistes qui ont été embarqués dans les années 80-90 dans le tournant néolibéral ont vu le retour de flammes assez violent, notamment de la part des classes populaires, puisqu'ils incarnaient un peu les espérances de ces groupes sociaux-là. Or, l'épreuve du pouvoir pendant 20 à 30 ans, pour certains, les a vus s'aligner quand même globalement sur un certain type d'orthodoxie néolibérale. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils vont avoir du mal à reconstruire une espérance de leur côté. Je pense que c'est là-dessus aussi que surfe Marine Le Pen. C'est que l'attente des classes populaires, beaucoup de gens, pour justifier le vote Front National, ceux-là, on les a pas essayés.
Voilà. Hein, oui, les autres, on a vu. On a vu comment ça a fini, le désastre électoral du quinquennat Hollande, etc. Donc, ça ne se refait pas en 2 ans. Je pense qu'il faut du temps. Pour moi, la NUPES n'est qu'un moment de cette reconstruction. Elle est fragile par construction. Elle a des problèmes de leadership. Voilà. Et je pense qu'il faudra du temps pour que la gauche redevienne crédible aux yeux des gens qui ont des attentes sociales assez fortes. Ouais. Donc le RN a voté la motion de censure de la NUP, mais l'inverse n'est pas vrai, et Clémentine Autain, justement, le justifiait ce matin. C'est aussi parce que nous avons écouté ce qu'a dit Marine Le Pen, nous avons lu aussi ce qu'il y avait dans sa motion. Parce que dans les commentaires, j'ai lu, mais je suis tombée de ma chaise, j'ai lu la motion de censure est très consensuelle, celle de l'extrême droite. Il y est question de crise migratoire et sécuritaire. Vous trouvez ça très consensuel? Moi, j'estime que c'est un point de vue politique. Elle dit l'urgence, c'est l'alternance. L'alternance, oui, c'est pas bien votre sûr. urgence à vous? Elle a dit plein d'autres choses hier, absolument épouvantables sur le fond politique, qui est vraiment un ramassis de propos qui sont des propos de nature à engendrer la guerre civile dans notre pays. Voilà le projet de l'extrême droite. Je l'ai bien écouté hier, Marine Le Pen. Donc, l'idée qu'on ferait par une astuce en disant les extrêmes, vous voyez, ce qu'a dit Elisabeth Borne hier, c'est l'alliance des extrêmes, une alliance contre nature. Il n'y a pas d'alliance des extrêmes, il n'y aura pas de projet commun. En revanche, il y a une majorité dans le pays pour ne pas être d'accord avec ce que fait le gouvernement. Laetitia? Moi, justement, je pense que c'est là la force de Marine Le Pen, c'est qu'elle illustre et elle incarne la jonction des pôles. L'alliance des extrêmes, c'est aussi la jonction des pôles. C'est une théorie qui a été mise sur la table par différents politologues depuis longtemps, qui a été illustrée aussi par toutes les vagues de populisme qu'on a vues dans les autres pays. La France a été presque atteinte, mais pas encore. Et donc, on voit bien que les électorats sont prêts, eux, à se rejoindre. Peut-être pas encore Clémentine Autain et les figures politiques, voyez-vous, mais comme Marine Le Pen a fait cette lecture-là et sait que les électorats des extrêmes peuvent se rejoindre pour renverser les élites et le système, parce que c'est un peu tout ça le langage, elle sait que ça peut fonctionner et que ça sera efficace. Mais alors justement, sur les électorats, Anne-Charlène Bézina, c'est finalement là ce qu'on entend dans la réaction de Clémentine Autain. Ce qu'on peut trouver de commun au RN et à la NUP, c'est la volonté de bloquer ou de freiner le gouvernement. Mais est-ce que c'est le mandat que leurs électeurs leur ont donné aux législatives ? C'est paradoxal parce qu'en réalité, on attend de l'opposition qu'elle s'oppose, donc nécessairement qu'elle soit dans le contre avec la majorité. Et à ce moment-là, on peut estimer que des oppositions qui s'allient, eh bien, voilà, c'est tout à fait leur mandat que de renverser la politique en place. Néanmoins, on n'a pas en France un système aussi clair que le système britannique ou le système allemand, où lorsque vous démettez, il faut absolument que vous soyez en capacité de proposer quelque chose d'alternatif. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, en Allemagne, démettre un Premier ministre tant que vous n'avez pas une proposition alternative d'un autre Premier ministre avec un programme en plus. Alors, moi je rejoins ce que vous avez dit, parce que je pense nécessairement que les populismes, la manière de parler au peuple est exactement la même, qu'on prenne un extrême ou un autre. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'expériences de droit comparé, notamment dans l'Amérique du Sud, qui prouvent bien qu'on peut avoir des populismes de gauche, contrairement à ce qu'on entend très souvent. Et je crois que la manière dont ces oppositions parfois sont au pied à pied sur certains acquis sociaux, je pense notamment au vote de la LFSS ou au vote du budget de cette année, eh bien, contrairement à ce qu'ils adorent marteler, je crois qu'ils sont quand même très proches politiquement sur leur projet de déconstruction de certains acquis, du libéralisme, etc. Donc il y a évidemment des points de communauté, même si politiquement c'est toujours tendancieux de se mettre d'accord alors qu'on est aussi opposé sur le point de vue des couleurs politiques et des mouvements, surtout de racines que sont les racines historiques de ces deux mouvements. Jean-Marie Pernaut, vous me faisiez signe, vous voulez intervenir. Oui, non, parce que je suis assez troublé de cette espèce on parle de l'alliance des extrêmes, mais je voudrais qu'on m'explique en quoi le programme de la NUPES est un programme extrême. Alors, je parle pas de je relisais il n'y a pas très longtemps, pour des besoins universitaires, le programme commun de gouvernement de 1981, pour ne pas parler du programme Changer la vie du Parti socialiste de 1972, mais là, vous avez des programmes extrêmes. Le programme de la NUPES, je suis désolé, c'est le programme, en gros, de Pedro Sanchez qu'il met en œuvre en Espagne. C'est en gros le programme que met en œuvre le Premier ministre portugais. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'extrême là-dedans. Par ailleurs, l'idée de gouverner ensemble, enfin, il y a quand même des points durs. On a entendu Clémentine Autain sur la question du rapport aux étrangers, sur la question de la fiscalité. Enfin, le programme du RN, c'est quoi ? C'est poursuivre le déshabillage fiscal, notamment l'impôt sur le revenu.
comment vous pouvez imaginer qu'il puisse y avoir le moindre programme commun entre ces deux orientations politiques-là? Après, il y a la tambouille parlementaire. C'est évident que lorsque les gens veulent se caler sur « je suis le plus grand opposant à Macron, au gouvernement en place, au groupe parlementaire dominant », bon, évidemment, il va y avoir des conjonctions tactiques à un moment donné. Là, c'est un coup tactique assez bien joué de la part du RN. Qu'est-ce que ça anticipe sur la capacité à gouverner en commun? Moi, je pense que la capacité à gouverner en commun, elle est... Regardez l'Italie, c'est là qu'elle est. Et le pari de Marine Le Pen, c'est pas de gouverner avec la NUPES. Écoutez, ça tiendrait pas 2 secondes. C'est de piquer. C'est de siphonner son électorat. Voilà, de la NUPES qui pourrait passer au RN. C'est l'électorat, c'est des militants. Oui, mais ça, il y a la dispute sur les couches populaires, vous avez raison. Mais elle se fait sur des questions de fond. Mais l'idée que ça puisse présager d'une alliance parlementaire, je crois qu'il y a très loin entre ça et la tactique politicienne, fut-elle bien vue. Bien sûr, mais je précise mon propos en une petite seconde. Je n'ai absolument pas envisagé, je ne pense pas qu'il soit envisageable ni sous cette législature ni sous une prochaine qu'un accord de gouvernement soit trouvé entre les deux extrêmes. Et encore une fois, quand je parle des extrêmes, je ne parle évidemment pas de l'alliance de la NUPES, mais plutôt de Clémentine Autain qui parlait au nom du groupe LFI ici. Et encore une fois, je martèle par contre que je vois des communautés de discours politiques entre ce que j'appelle justement les populismes de gauche et les populismes de droite dans les extrémités, notamment parce que vous avez la sortie de l'Union européenne, vous avez un discours très critique par rapport à l'état de droit, aux juges, aux libertés, et vous n'avez évidemment aucun regroupement par rapport à un programme de gouvernance commun qui n'est ni souhaité par le peuple, ni souhaité par les autres. Mais néanmoins, cette communication fait que les électorats sont très volatiles entre l'un et l'autre. Et je pense précisément que le jeu politique de Marine Le Pen, en prouvant que les oppositions peuvent s'allier pour démettre la majorité en place, travaille sur ce fil-là, c'est-à-dire sur l'idée que une autre gouvernance est possible, mais ensuite, je vous rejoins totalement, je pense que les deux programmes sont différents. Mais les électorats sont très poreux par rapport à un certain discours politique que je crois être vraiment commun. Alors, on va détailler les résultats du baromètre Odoxa Mascara, mais je voudrais d'abord me tourner vers vous, Yves Sancy, pour faire un tour sur les réactions sur les médias sociaux, pas de ce coup politique de Marine Le Pen, mais plus généralement, là, on parle d'un Parlement qui est plus, on va dire, éruptif que constructif. Est-ce que toutes les personnalités politiques sont raillées, sont moquées, tel que vous le percevez dans votre vigie des réseaux sociaux ? Oui, en effet, c'est un peu ce qu'on avait observé en complément du commentaire d'Odoxa, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on le sait, ce sont des... Alors, c'est pas un lieu à part, les réseaux sociaux. Ça reste un forum de citoyens, mais sur lequel l'expression sera avant tout une expression émotionnelle, une expression de sentiment. Et ce qu'on a noté, en tout cas dans le dernier mois, c'est une période particulièrement difficile pour l'ensemble on va dire du personnel politique, qu'il s'agisse du gouvernement ou qu'il s'agisse des oppositions. C'est-à-dire qu'en gros, on a sur les sujets qui sont les sujets difficiles pour les Français, c'est-à-dire que depuis que cet été, la question du climat est devenue une question énergétique, mais touchant le portefeuille des Français, on voit monter sur les réseaux sociaux une colère qu'on peut qualifier de très très forte. Et à partir du moment où on a cette colère qui monte et qu'on constate par ailleurs une certaine inadéquation entre les discours politiques et les réponses qu'attendent les citoyens au travers des réseaux sociaux, la réaction, c'est ce qu'on a appelé la raillerie. La raillerie, la moquerie, accusant un petit peu que ce soit le gouvernement ou les oppositions d'être à côté de la plaque sur un certain nombre de sujets. Ce qu'on voit en conséquence ce mois-ci, c'est une montée de ce qu'on appelle les intervenants anti-système, évidemment. D'accord, intéressant d'avoir cet éclairage. Merci Yves Sancy. On va donc détailler les résultats de ce baromètre Odoxa Mascara pour Public Sénat, LCP et la presse quotidienne régionale. Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre. On va démarrer avec la hausse des prix, le point de départ, Quentin, une hausse des prix qui est
impacte tous les Français. Oui, c'est ça, le chiffre est massif. 96% des Français interrogés ont le sentiment que leur pouvoir d'achat est déjà impacté par la hausse des prix, selon effectivement ce baromètre. Et c'est même 56% des Français qui disent être très affectés. Une inflation qui a un fort impact sur les comportements de consommation, lit-on dans l'étude, surtout en matière d'énergie, mais c'est sans doute lié aux pénuries dans les stations-service. Mais on voit l'évolution sur tous les thèmes testés, vêtements, consommation quotidienne, produits alimentaires, vacances et loisirs. Autour de 80% des Français interrogés disent avoir modifié leur comportement ou vont le faire. Et on voit des évolutions fortes depuis juin 2022 jusqu'à 10 points sur les produits alimentaires, Thomas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est aussi la perception de l'action du gouvernement face à cette inflation. Voilà, le sentiment général est majoritairement négatif. 36% des personnes interrogées estiment que le gouvernement n'agit pas vraiment ou insuffisamment. 37% estiment qu'il pourrait en faire plus. Seuls 26% estiment que le gouvernement agit déjà beaucoup. Conséquence, Elisabeth Borne perd 6 points de popularité entre fin septembre et fin octobre, avec 35% d'opinion positive contre 63% des Français qui ont une opinion défavorable d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui sert un peu de paratonnerre au président de la République, qui lui ne perd que 3 points de popularité. Et ce contexte social sert-il la gauche ? Eh bien non, c'est le paradoxe que notent les sondeurs. L'adhésion à Marine Le Pen progresse en un mois de 2 points, soit 12 points de plus que Jean-Luc Mélenchon. Elle est à la 2e place du classement, comme le disait aussi Jérôme Rabé dans son reportage. Et dans le classement des personnes qui suscitent le rejet, Jean-Luc Mélenchon est au-dessus de Marine Le Pen. Ils sont respectivement à 54 et 45% des personnes interrogées. Merci beaucoup, Quentin. Gaël Sliman, on va encore un peu plus détailler ce baromètre. On viendra sur les codes d'adhésion et de rejet qui sont toujours vraiment intéressantes à analyser. Il y a d'abord le décrochage de l'exécutif. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Quentin quand il dit que... À chaque fois, j'ai envie de partir. Parce que quand il dit que... je n'ai plus rien à faire ici. Quand il dit qu'Elisabeth Borne sert un peu de paratonnerre, vrai ou faux? Oui, vrai. C'est le lot des sondages. Vous savez, je nous revois encore le mois dernier disant « Oh, en cette rentrée, c'est incroyable, la Première ministre progresse nettement. Elle est partie de bas pour un Premier ministre. Et puis finalement, elle a appris à se faire connaître, ce qui est vrai. Pendant cet été, elle avait marqué des points dans l'opinion. Mais là, c'est ce que je rejoins ce que disait Yves Sancy de Mascaret, ce qu'il a noté sur les réseaux sociaux, ce qu'on enregistre dans nos études. Les gens en ont marre. Vous avez, sur les pénuries de carburant, on avait fait d'autres sondages qui montraient que les 3/4 de la population étaient touchés. Là, sur l'inflation, les chiffres ont été rappelés. Si on ne prend que ceux qui disent être très affectés, c'est plus d'1 personne sur 2 dans ces comportements de consommation du quotidien. Donc, par rapport à ça, il y a une attente. S'agissant des réquisitions des personnels des raffineries, les Français, dans les enquêtes que nous avions réalisées, les autres enquêtes nous disaient qu'ils les attendaient plus vite, plus tôt, plus fort. Ils ont le sentiment que le compte n'y est pas. Donc il est assez logique que la Première ministre, qui est en première ligne sur ces sujets-là, soit affecté. Le président l'est aussi, parce que les baisses ne sont pas les mêmes pour l'un et l'autre, mais les cotes de popularité, elles, sont assez comparables. On est sous les 40% de popularité et on rejoint ce climat un peu triste, c'est-à-dire que vous avez un exécutif qui est perçu comme pas très efficace, mais vous n'avez pas de relais ni à gauche, ni vraiment ailleurs. Oui. En fait. Et puis peut-être, moi j'ai ressenti un décalage, alors au-delà de la crise des raffineries, sur les mesures de bon sens, le plan de communication du gouvernement sur faites des économies, etc. Cette idée que les Français, ils les avaient déjà faites, ces économies, pour les 3/4 d'entre eux, depuis longtemps. Donc vous voyez ce décalage. Le pull à col roulé, ou la doudoune, ou ce type de sujet, je crois que Yves ne me contredira pas, sur les réseaux sociaux, ça se voit beaucoup parce qu'il y a du verbatim, et donc il y a beaucoup de moqueries, parce que les Français nous disent, mais ça fait un moment que pour des raisons environnementales, et puis aussi des raisons de budget, évidemment que j'ai baissé ma température autant que je le pouvais, évidemment que je prends le moins possible, je fais mes machines la nuit, je prends ma voiture le moins souvent possible, parce que tout ça, ça me coûte de l'argent, et puis parce qu'il y a aussi une préoccupation environnementale. Donc les conseils donnés de ce point de vue-là paraissent un peu à côté de la plaque. Ouais. Mais quand même, Jean-Marie Pernaut, il faut rappeler que notre pays est l'un de ceux où l'inflation est la plus faible en Europe parce qu'il y a des aides d'État qui sont importantes. Mais là, telles qu'ils sont sondés par notre baromètre, les Français, finalement, n'en tiennent pas un aspect positif. J'arrive pas à trouver mes mots pour le gouvernement.
Vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'en font pas crédit. J'avais en tête enfant rigueur, ils n'en font pas crédit. Merci Gaël. Dans l'item testé dans la question, c'est les deux, un peu mon capitaine quand même, parce que on nous dit, on a proposé, le gouvernement agit déjà beaucoup, les Français sont bien plus protégés que ne le sont leurs voisins européens des effets de l'inflation, ce qui est objectivement vrai. Et ça, on a seulement 26% des gens qui adhèrent à cette idée-là. Les autres, c'est pas qu'ils disent que c'est faux, c'est qu'ils disent ok, on fait déjà des choses, mais on en attend davantage parce que nous sommes en France et parce que dans notre système il y a des amortisseurs sociaux. On n'est pas des Anglais. Voilà. Comment vous l'expliquez ça ? Est-ce qu'il y a une forme d'injustice ou d'ingratitude ? Je ne sais pas. D'abord, il est assez rare que les gens fassent un benchmark international, comme on dit, pour se faire une opinion. Donc ça, je crois que c'est la première chose. La deuxième qu'il faudra avoir en tête, c'est que l'indice l'INSEE, c'est pas un indice de coût de la vie, c'est un indice économique. Enfin, l'INSEE le répète quand on lui demande, c'est pas un indice du coût de la vie. Ça prend en compte tous les prix. C'est pas le panier du ménager ou de la ménagère. Je pense que le ressenti aujourd'hui des Français que vous avez rappelé, il est lié à ça. C'est qu'en fait, ce qu'ils vivent comme hausse des prix, c'est nettement supérieur au taux d'inflation, parce que le reste à vivre, c'est amenuisé très sérieusement. Alors après, vous allez leur dire oui, mais c'est nettement mieux qu'en Italie ou en Espagne ou autre, ce qui d'ailleurs, dans certains cas, reste un petit peu à voir. Mais bon, le gouvernement a mis de l'argent dans l'affaire, c'est clair. Mais bon, ok, il a mis de l'argent dans l'affaire, sauf que nous, on a déjà, effectivement, opéré les restrictions qui convenaient, et chacun a conscience que c'est pas fini, parce qu'il y a aussi quand même cette guerre en Ukraine qui s'enquiste dans le paysage et dont on sait très bien qu'elle a des conséquences économiques, qu'elle en aura au-delà même des problèmes de pétrole, de grève, de raffinerie, etc. On a là un enjeu qui est quand même beaucoup plus sévère et que les gens perçoivent, parce que la guerre en Ukraine, elle est de l'ouverture de tous les journaux télévisés et radio, à juste titre, et que c'est quelque chose qui va impacter leur vie et que ça, progressivement, ils en prennent conscience. Anne-Charlène Bézina, il y a eu quand même, dans ce contexte de grève des raffineries, il y a eu ce mouvement qui était annoncé depuis longtemps, cette journée de mobilisation lancée par la NUP contre la vie chère, et pourtant on ne voit pas forcément la NUP ou la NUPES en profiter, alors que Marine Le Pen profite de cette situation, en tout cas un peu plus. Comment vous l'analysez ? Oui, alors moi c'est vraiment la grande leçon que je tire de ce baromètre et la grande inquiétude de la constitutionnaliste que je suis, c'est que finalement on voit bien que la politique, mais même dans son sens le plus noble, l'art de la cité, ne séduit plus les Français, et non seulement ne les séduit plus, mais ne les convainc plus par rapport à l'efficacité de ce discours politique. En fait, on voit bien que la majorité ne profite pas, évidemment, on a envie de dire, de ces moments, mais l'opposition non plus. Donc, on n'a pas de vecteur de canalisation, puisque les mouvements sociaux, les syndicats, apparemment non plus, n'endiguent pas véritablement cette colère. Donc, on se demande où elle va vraiment aller. Et le risque, et on va revenir sur les populismes ici, le risque est ici de revenir à un ras-le-bol et à un discours politique, justement, du rejet, bien plus que de la construction qui viendra de la part des Français. Donc, Le Pen n'est pas politique ? La question est-ce qu'elle va parler en tant que politique ou est-ce qu'elle va parler un peu aux affects ? Parce qu'on écoutait tout à l'heure le barème réseaux sociaux, et je pense vraiment que la force des populismes, il faut le dire, c'est de parler à l'affect précisément. Donc je pense que ce type de mouvement est avantagé parce que on utilise les ressorts de la colère, les ressorts aussi du sentimentalisme dans ces moments-là, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Sur justement les aides qui sont apportées et l'éventuelle ingratitude que ces mouvements pourraient traduire, moi je crois aussi que ces aides sont proprement elles-mêmes porteuses d'angoisse, puisqu'on sait très bien qu'un quoi qu'il en coûte est temporel déjà, et qu'en plus il signifie qu'on est en train d'éponger une fuite, mais dont on n'a pas nécessairement la conscience de la source. Et je crois que les Français sont assez conscients qu'il y a des causes endogènes. On a parlé de la guerre en Ukraine, de la hausse des prix, de l'état de notre économie, de l'état aussi de nos politiques à l'international. La politique ne séduit plus nulle part. Il n'y a vraiment pas qu'en France qu'il y a ce décrochage. Donc je crois que toutes ces causes-là créent l'angoisse et créent le ras-le-bol aussi. Donc je ne pense pas que les aides suffisent à cela. Un témoignage justement lors de cette manifestation le 18 octobre dernier. On est à Nantes. Alors là, c'est pas le mouvement contre la vie chère, c'est la grève interprofessionnelle pour les salaires lancée par les syndicats. C'est un hospitalier du CHU de Nantes qui témoigne. On est surtout en colère, c'est-à-dire que face à toute cette perte de pouvoir d'achat, en fait, il n'y a aucune réponse de la part de ce gouvernement. Juste à dire que, en fait, les gens sont là que pour bloquer. La vraie revendication des gens qui sont dans la rue actuellement, c'est le pouvoir d'achat et l'augmentation salariale. Gaël Sliman. Oui, je voulais juste préciser que il y a eu plusieurs mouvements
Il y a eu plusieurs sujets de colère sociale, de mécontentement social. Il y en a eu un très spectaculaire, visible, que les gens ont vu, ressenti, qui a été la grève dans les raffineries. Ça a été le point de départ. Et puis vous avez d'autres mouvements. On a vu ce syndicaliste-là. Et il se trouve que dans d'autres sondages, on a pu tester l'image des mouvements. Le problème, c'est que le mouvement le plus visible était de très loin le plus impopulaire, celui dans les raffineries, le perçu comme étant, c'est pas moi qui juge, mais dans l'opinion, le moins légitime. Et puis, il y a des mouvements qui parlaient davantage aux Français. Les mouvements, on a vu ce syndicaliste-là, par exemple, de ce type. L'idée d'une marche contre la vie chère, ça peut séduire. Donc la difficulté pour la NUPES et ses figures de pouvoir coaguler des mécontentements, c'est qu'il y a des sujets où le gréviste est le sujet lui-même du mécontentement, dans les raffineries, et puis d'autres sujets où on se dit, il fait grève par procuration. Pour moi, il a raison. Et donc c'est cette moyennisation des deux qui fait que personne ne tire les marrons du feu de cette situation, à part un petit peu Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle engrange quand elle ne dit rien. Et sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux, sondages et réseaux sociaux. Il y a quelque chose que je n'enregistre pas encore dans mon sondage et que Mascaré enregistre sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un reproche qui est en train de monter contre Marine Le Pen et qui est monté contre Éric Zemmour sur la tentation de récupération politique de l'affaire de la petite Lola. Et donc là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont on parlait précédemment, mais qui peut-être l'affecter quand même, et ça, on ne l'enregistre pas encore dans le sondage, mais c'est possible que ça joue plus tard. Je vais rester sur la crise sociale, Jean-Marie Pernaut, parce que c'est clairement un enjeu majeur de ces prochains mois, la façon dont cette crise du pouvoir d'achat se transforme ou non en mouvement social profond. Alors c'est certainement difficile à anticiper, et la question subsidiaire, c'est est-ce que les syndicats peuvent être à l'origine, est-ce qu'ils ont encore le poids, la capacité à être à l'origine d'un mouvement social profond? La crise sociale, sur les salaires, c'est un petit peu là, comment elle va s'exprimer, quelle forme elle va prendre. Il y a déjà pas mal de conflits sur les salaires quand même depuis quelques temps. Celui des raffineries, effectivement, a beaucoup mobilisé l'attention, mais du coup fait un petit peu disparaître les autres conflits très nombreux qu'il y a dans les entreprises. Bon, c'est assez classique dans ce genre de contexte, où les syndicats doivent reprendre un peu la culture de l'inflation qu'ils ont perdue aussi. La question du salaire, on l'évoquait il n'y a pas très longtemps, redevient un peu au cœur de... Et là, il y a quand même un bras de fer qui peut se mettre en place autour de la question du salaire. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que fait le gouvernement, il bouche les trous, que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des fuites, on met des éponges, on met des seaux, c'est-à-dire on met des primes, on met des bonus, on met des tickets, des boucliers de ceci, boucliers de cela, mais le compte n'y est pas. C'est-à-dire que tant que la dérive des prix, si l'inflation est durée 1 an ou 2, il n'y a pas de problème, on passe un mauvais cap, ça revient. Mais si on décroche les salaires durablement, on a des problèmes derrière, et ça les gens le savent très bien. La prime, elle est engloutie dans les 15 jours qui suivent. Le mois d'après, il faut quand même recommencer avec le salaire d'avant. Donc ça va pas. Donc il y a déjà cette question. Comment on va mûrir la question, la perception de la question salariale? Là, quand même, les syndicats ont un discours, et ils l'ont tous. C'est-à-dire que le conflit total a aussi, c'est un de ces problèmes, cristallisé une opposition au sein d'un mouvement syndical qui, par ailleurs, commençait plutôt à se réunir sur la question des retraites, sur la question de l'assurance chômage. On avait un rapprochement des organisations syndicales. Et moi, je crois que l'ainsi nommée crise sociale, quelle forme elle prendra, elle peut mûrir à partir du moment où les syndicats porteront une voix commune sur un certain nombre de sujets. Et je pense à cet égard que la question des retraites va être décisive. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, alors vous avez évoqué le recul de Macron, mais à mon avis, ça ne le gêne pas trop. Je rappelle quand même qu'entre sa première élection de 2017 et décembre 2018, 1 an après, il avait perdu la moitié de ses soutiens. 27% d'opinion favorable. Il sait faire avec ça. Ça n'empêche pas de gouverner. Remonter, en plus. Alors, et là, c'est plus haut, ce que vous nous dites dans votre sondage. Donc, Macron, ça ne le gênera pas de continuer. Après, il y a peut-être sur le social l'idée que ils arrivent à rien, les syndicats, on a bien vu. Je pense que ça serait assez imprudent de continuer comme ça, parce que les retraites, c'est quelque chose qui peut cristalliser. Ah oui. Alors, vous avez raison, le conflit des raffineries ne pouvait pas. En revanche, sur les retraites, on a déjà donné pourvoir il y a une douzaine d'années là-dessus. Ça peut être le détonateur de quelque chose. C'est intéressant parce qu'il y a évidemment une question
dans cette réforme de les retraites, qui est l'attitude de LR, le soutien de LR. Je me tourne vers vous, Laetitia, parce que vous vouliez faire un focus dans ce débat sur l'interview de Nicolas Sarkozy au Journal du Dimanche. Pourquoi cette interview fleuve au JDD qui lui a accordé sa une? Dimanche matin, ça a commencé comme ça pour moi, Thomas. Pourquoi maintenant? Pourquoi Nicolas Sarkozy a une du JDD? Et puis tout d'un coup, je me suis rappelé qu'il était quand même membre du conseil d'administration du groupe Lagardère et qu'il aimait bien aussi un peu mettre son nez dans les histoires de la presse. Et donc, peut-être qu'il avait glissé à l'oreille de Jérôme Béglé, le patron de la rédaction du JDD, cette interview et puis cette une. Pourquoi ? Pourquoi? Plusieurs pistes pour dire qu'il existe encore, pour dire qu'il pèse encore, parce que beaucoup de militants l'ont abandonné après que lui-même ait abandonné Valérie Pécresse au profit d'Emmanuel Macron. Et puis il y a aussi toutes ces affaires judiciaires qui entourent encore Nicolas Sarkozy, notamment celle dite des écoutes, dont le procès en appel doit se tenir du 28 novembre au 14 décembre. Donc c'est plusieurs pistes, si vous voulez, de l'idée de cette interview. Et Libération les a résumés dans une qui, à mon avis, est assez bonne. Regardez-la si vous ne l'avez pas vue encore aujourd'hui. C'est l'emmerdeur. Voilà, avec d'un côté Nicolas Sarkozy et de l'autre les trois candidats à la présidence du Parti Les Républicains. L'emmerdeur, titre d'un film célèbre des années 70. Évidemment, ils ont les uns et les autres réagi. Oui, évidemment, impossible de laisser passer ça à quelques semaines d'un congrès où on doit nommer le futur chef des Républicains. On va d'abord écouter Bruno Retailleau qui était ce matin sur France Info. Il réagit très fermement aux accusations de Nicolas Sarkozy sur le conservatisme des Républicains supposé sur les questions sociales comme l'avortement ou le mariage pour tous. Écoutez. Nicolas Sarkozy avait parlé il y a quelques années d'abrogation de la loi Taubira, du mariage pour tous. Qu'il avait donné une missive, je crois, à son conseiller d'époque, monsieur Buisson, pour aller porter à Benoît XVI en 2012, alors qu'il devait se représenter pour indiquer que lui, président, jamais ce texte ne passerait. Donc vous voyez, il faut prendre un petit peu de hauteur. Voilà, ça s'appelle replacer l'église au milieu du village. Et en privé, Bruno Retailleau ne se prive pas de dire à tous ceux qui passent que la porte est grande ouverte si Nicolas Sarkozy veut quitter le parti. Et alors, côté Éric Ciotti? Alors, dans le fond, on est à peu près sur la même ligne, mais dans la forme, pas vraiment. C'est beaucoup plus nuancé. Pourquoi? Parce que dans cette interview au JDD, justement, Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Éric Ciotti, qui lui-même dit que Laurent Wauquiez serait le candidat républicain en 2027. Ça va très loin. On est en 2022. Et alors, ce matin, sur BFM, je vous propose d'écouter Éric Ciotti, qui dit non à la proposition donc de Nicolas Sarkozy d'une alliance entre Emmanuel Macron et les LR. Nous avons eu un échange très récemment, mais je n'ai plus vu Nicolas Sarkozy depuis le mois d'avril. J'ai lu son interview. C'est une interview qui avait de la hauteur, celle d'un ancien chef de l'État qui a fait de bonnes choses pour la France, je le dis avec respect. Ce que je ne partage pas, et je le dis très clairement, c'est l'idée d'alliance. Mais c'était plutôt un message pour M. Macron en disant « vous avez échoué avec votre politique, elle est impuissante, le en même temps n'amène à rien, donc il faut conduire une politique de droite et il faut une alliance. L'alliance, pour la faire, il faut être deux, et moi, personnellement, je le dis très clairement, je la récuse. » Bon, si on va un peu vite et qu'on essaye de faire une conclusion de tout ça, ça veut dire que si ni Éric Ciotti ni Bruno Retailleau veut s'allier avec Emmanuel Macron, qu'on regarde la portion congrue de LR sur l'échiquier politique, on peut comprendre à peu près le risque que court ce parti, c'est d'être happé par l'extrême droite qui se notabilise et qui est beaucoup plus forte en termes de rapport de force. Et donc, justement, c'est pour cette raison que le RN poursuit de façon très consciencieuse ce processus de normalisation pour effacer et briser le plafond de verre qu'il existe entre RN et LR. Je reviens sur l'interview de Nicolas Sarkozy à Anne-Charlène Bézina, parce que il soutient Éric Ciotti, c'est très clair en interview, et en même temps il appelle cette alliance entre la majorité et LR. Est-ce que vous cherchez la cohérence ? Clairement, je pense qu'il a à faire la synthèse entre différents de ses propos. Lui-même doit être un petit peu en grand écart en ce moment. Et précisément, rester sur la théorie de l'alliance, je pense que c'était quand même ce qu'il y avait de plus prudent par rapport aux propos qui ont été les siens en plein dans le dur. C'est-à-dire que c'est quand même une des premières fois sous la Ve République qu'on a un ancien président qui
ouvertement ne soutient pas le candidat de son groupe et qui va même jusqu'à proposer à sa famille politique de mourir, en fait, de se dissoudre dans une grande alliance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez violent sur lequel il a attiré des inimitiés et sur lequel je pense qu'il avait tout lieu, évidemment, de continuer à proposer. Mais vous disiez quelque chose de très intéressant qui était notamment la question de l'alliance des droites. Parce que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Italie, on se dit que les questions de coalition sont aujourd'hui très bienvenue. On a cette assemblée qui nous a prouvé aussi que les Français ne donnent plus vraiment de satisfecit à des majorités, voilà, j'ai envie de dire, de grands partis républicains, etc. Donc il y a évidemment une question à se poser à l'avenir de quelle est la droite de demain. On a parlé de la gauche tout à l'heure, mais je pense que la droite est elle-même dans une crise d'identité qui méritera d'être réglée avant 2027. Dit que si c'était Emmanuel Macron ou Éric Zemmour, il voterait pour Éric Zemmour. Ouais. Voilà. Un mot rapide. Je crois que vous vouliez intervenir parce qu'on est presque à la fin du débat. Dans le sondage, il y a une question qui est posée aux électorats, mais qui mêle les électorats de droite et d'extrême droite, et qui montre quand même un taux de popularité des personnalités extrêmement élevé pas pour Marine Le Pen, mais pour Bardella, mais pour Ciotti, mais pour, enfin pas Ciotti, pardon, pour Zemmour. Donc, et on parlait tout à l'heure de perméabilité des électorats. Quand même, je pense que celui de LR et celui du Front National, on l'a vu d'ailleurs au moment des élections, est quand même beaucoup plus rapide à construire que de l'autre côté de l'arc politique. Gaël Slimane, à vous le mot de la conclusion. Peut-être sur Nicolas Sarkozy, il n'est pas testé dans les personnalités. On l'a testé il y a encore pas très longtemps. On le testait encore il y a pas très longtemps. Il faisait partie des personnalités qui restaient appréciées auprès de l'électorat de droite, extrême droite, quand on mettait ensemble toute la droite, parce qu'on fait pareil, on met ensemble toute la gauche aussi pour regarder les personnalités préférées, mais son étoile avait sérieusement pâli pour tout ce que vous avez indiqué précédemment. J'aime bien, j'avais pas vu la une de Libé sur l'emmerdeur, parce que ils auraient pu ajouter sur la photo, outre les candidats pour la présidence de LR, Emmanuel Macron et son entourage, parce que c'est un petit peu le baiser de la mort qu'il fait à tout le monde quand même. Et effectivement, je rejoins ce que vous disiez. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est l'évidence que des alliances programmatiques aujourd'hui entre la gauche, quelle qu'elle soit, NUPES et l'extrême droite, ça n'a pas de sens. Il y a des passerelles de plus en plus sur les électorats, alors que pendant très longtemps, on parlait de théorie du fer à cheval à Sciences Po et ailleurs, mais elle ne se voyait pas, en fait, électoralement. Et de plus en plus, elle existe, ce passage de l'un à l'autre. Mais les alliances les plus évidentes, elles sont évidemment entre LR et RN, et c'est tout le jeu de Marine Le Pen, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en Italie. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et d'avoir commenté avec nous les résultats de ce baromètre Doxa. Mascaret, je cite Jean-Marie Pernaut, le titre de votre livre, Le syndicalisme d'après, livre publié aux éditions du Retour. Voilà, merci encore d'avoir participé à ce débat.